Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule L'anniversaire de Tycho, le koala. Nous allons à présent débuter cette histoire. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite très rapidement à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification. Comme ça, tu ne manqueras rien de toutes nos histoires. Dans une forêt située à l'est de l'Australie, perché en haut d'un grand eucalyptus, un couple de koalas et leur fils se réveillent doucement par une belle journée ensoleillée. Bon anniversaire, Tycho! Tu as aujourd'hui 3 ans! S'exclame sa maman toute heureuse. Merci, maman! Dit fièrement Tycho. C'est un grand jour pour toi, mon fils. Tu es maintenant assez grand pour avoir ton propre eucalyptus, lui explique son papa, très enthousiaste. Génial! C'était mon rêve depuis tout petit. Un arbre, rien que pour moi. Mais j'avoue que j'ai un peu peur de m'y retrouver seule, dit tristement Tycho. Nous viendrons te voir très souvent, Tycho. Et comme tous les koalas de ton âge, tu dois maintenant construire ta propre famille, l'encouragea sa maman. Les parents de Tycho, un peu tristes aussi de se séparer de leur fils, avaient choisi pour lui un grand eucalyptus situé seulement à une 40aine de mètres du leur. Ils pourraient ainsi lui rendre visite très souvent. Waouh! Il est vraiment très grand et très feuillu, s'étonna Tycho. Tu es notre seul fils, alors nous avons choisi pour toi le plus bel arbre de la forêt, lui dit fièrement son papa. Toutes les feuilles sont très appétissantes, et en plus, il y a plein de fourches de branches confortables pour dormir tous les soirs, observa Tycho avec bonheur. Surtout, sois prudent, mon fils, quand tu escalades les branches. Mieux vaut prendre son temps que de faire une mauvaise chute, lui conseilla sa maman. Une fois seul dans son arbre, Tycho décida de visiter sa nouvelle maison de branches à la recherche des meilleures feuilles pour manger et d'un bon espace pour dormir. Arrivé à la 4e grosse branche, il tomba nez à nez avec 2 petits perroquets blottis l'un contre l'autre. Salut! Tu es un nouveau locataire de l'arbre? Lui demande alors un des petits perroquets. Bonjour, oui, j'ai aujourd'hui 3 ans et cet arbre est mon cadeau d'anniversaire, dit gaiement Tycho. Bon anniversaire! Dirent ensemble les 2 perroquets. Lui, c'est Boris. Et moi, je suis Berette. Nous sommes frères. C'est marrant, comme vous vous ressemblez. Je serais bien incapable de vous reconnaître si je vous revois un jour, avoua le petit koala en souriant. Nous sommes des loriquets à tête bleue. Si tu regardes d'un peu plus près, j'ai certaines plumes de ma queue qui sont très jolies car elles sont bleues, contrairement à celles de Boris qui sont restées vertes. Donc, tu me reconnaîtras sans problème à la prochaine rencontre, expliqua fièrement Berette. Tu trouves ta queue plus jolie que la mienne? S'exclame Boris un peu vexé. Eh bien, Tycho, regarde bien mon bec. Il est d'un rouge bien vif et sans tache, ce qui fait tout mon charme, contrairement au bec de Berette qui est plutôt terne. Tu me reconnaîtras donc très facilement. Vous êtes drôle à vous chamailler comme ça. Vous vivez aussi dans cet arbre? Les questionna Tycho. Oui, nous y vivons depuis 2 ans avec nos parents, nos grands-parents, nos 12 cousins et leurs parents et leurs grands-parents et environ une dizaine d'amis.
À la base de la 5e branche, tu découvriras un trou dans le tronc, dans lequel nos femelles couvent une dizaine d'œufs et protègent les nouveau-nés, qui sont au nombre de 15. Quand vont-ils éclore? Questionna Tycho. Normalement avant la fin du mois. Répondit Boris. Waouh! Et moi qui avais peur de me retrouver tout seul dans cet arbre, vous êtes très nombreux, et avec vos belles couleurs, j'ai hâte de vous voir tous voler ensemble, dit Tycho. Si tu es d'accord, nous viendrons te voir de temps en temps pour te tenir un peu compagnie. Comme cela, tu ne t'ennuieras pas, proposa Bérette. Oh oui, avec grand plaisir, s'exclama avec joie Tycho. Tycho était heureux, mais le lendemain, il reçut la visite des parents de Boris et de Bérette, et ils avaient l'air très mécontents. Bonjour, monsieur Koala. Nous venons te voir pour te dire que ta présence dans cet arbre n'est pas la bienvenue. Tu manges les feuilles de notre eucalyptus et à cause de cela, nous avons peur qu'il n'ait bientôt plus assez pour pouvoir nous protéger du soleil et des prédateurs, dit avec aplomb le père Loriquet. Mais je ne prélève que quelques feuilles tous les jours et veille à ne pas prendre les nouvelles pousses, dit timidement Tycho le koala. Oui, mais après tu auras une femme, puis des enfants koala. Et là, vous mangerez tellement qu'une fois toutes les feuilles disparues, vous changerez d'arbre en laissant celui-ci sans vie. Et surtout, nous, les loriquets, serons aussi obligés de déménager, expliqua la maman Loriquet, un peu énervée. Vous voulez donc que je parte, c'est bien cela? Demanda Tycho. Parfaitement, car notre famille était sur cet arbre bien avant toi. Tu dois te chercher un autre eucalyptus, pour le bien de tous, répond avec autorité le papa Loriquet. Très bien, je partirai demain matin, dit tristement Tycho. Le petit koala n'avait pas imaginé tous ces problèmes de cohabitation avec les autres hôtes de l'arbre. Bien que ses parents le lui aient offert en cadeau, il devait accepter de partir, sinon les loriquets lui mèneraient la vie dure. Le lendemain matin, Tycho se réveilla en sursaut. Des centaines de cris d'oiseaux sonnaient comme une alarme. En regardant au-dessous de lui, sur les branches plus basses, il aperçut Bérette et Boris. Ils avaient l'air terrorisés. Tycho décida alors de les rejoindre. « Boris! Bérette! Mais qu'est-ce se passe-t-il de si grave ?» demanda en criant Tycho pour se faire entendre, tellement les cris des oiseaux étaient assourdissants. « Regardez tout en bas !» lui répondit affolée Bérette. Tycho se pencha et aperçut un énorme serpent, un python améthyste de plus de 4 mètres de long, qui grimpait tranquillement le long du tronc en direction des branches supérieures. « Vous pouvez tous vous envoler pour lui échapper, non ?» leur dit Tycho le koala. « Tu ne comprends pas ! Tu ne comprends pas ! Il veut atteindre la 5e branche pour dévorer tous nos bébés loriquets et nos œufs !» s'écria Boris. Tycho évalua à 3 mètres la distance qui restait au serpent pour atteindre son but. Bien que les loriquets fussent très nombreux, ils étaient bien impuissants devant la taille et la puissance de ce terrible prédateur. Comment les aider ? Se demanda alors Tycho, car lui aussi n'avait pas envie de finir dans l'estomac du serpent. Alors, il eut une idée.
Malgré les risques de chute, et pour ne pas rencontrer le serpent, il a entrepris de descendre de l'arbre en passant par les extrémités des branches. Avec lenteur, mais assurance, il arriva bientôt à 2 mètres du sol. Là, devant lui, il aperçut la queue du serpent et, sans hésiter, s'y agrippa avec ses longues griffes. Le serpent, surpris et étiré de toute sa longueur autour du tronc, enroula au plus vite sa tête et la partie haute de son corps autour d'une branche pour ne pas tomber, car il était déjà à plus de 7 mètres de hauteur. Commença alors une lutte interminable. Le serpent ne pouvait plus progresser vers le nid de perroquet, pourtant situé seulement à 1 mètre au-dessus de lui. Car Tycho le koala était suspendu à sa queue et tirait de toutes ses forces vers le bas. Plus de 30 minutes passèrent sans que les 2 animaux ne bougent. Tycho fatiguait peu à peu, mais le serpent aussi. Et surtout, la fine branche autour de laquelle il était accroché menaçait de céder. C'est alors que Tycho eut une idée. Il appela Bérette et Boris qui vinrent à sa hauteur. « Vous êtes des dizaines de loriquets ? Alors si vous vous accrochez comme moi à la queue du serpent, peut-être qu'il lâchera prise, » leur expliqua Tycho. Boris et Bérette durent d'abord convaincre leurs parents, ce qui prit plusieurs minutes avant qu'ils ne se décident enfin à donner l'ordre aux autres loriquets d'aider le koala. Quand ils arrivèrent près de Tycho, ce dernier n'avait plus de force. Ils s'accrochèrent tous à la queue du serpent et, comme l'avait imaginé le koala, la branche sur laquelle était accroché le serpent céda. Le grand python bascula et tomba de tout son poids sur le sol. Tycho eut juste le temps de s'accrocher au tronc pour ne pas être entraîné dans la chute. Un énorme boum se fit entendre. Le serpent, un long moment étourdi, préféra quitter les lieux. Tycho reçut 1000 merci des loriquets qui, sans lui, auraient vu leurs petits et leurs œufs disparaître. Les parents de Bérette et de Boris se sentaient tellement redevables qu'ils changèrent d'avis et acceptèrent que Tycho vive avec eux dans l'arbre. Tycho vécut heureux avec les perroquets loriquets et il fonda une belle famille qui fit bien attention à préserver le bel eucalyptus. Marceau est un petit souriceau rigolo qui a envie de vivre sa vie. Aujourd'hui, c'est vendredi. Les parents de Marceau décident de partir en week-end chez tante Madeleine. Marceau est enchanté de voir ses parents s'en aller. « Tu n'auras pas de regrets ?» s'inquiète son papa. « Non, tout est bien organisé. Il ira déjeuner et dîner chez des amis du quartier. » répond sa maman. Chez les vacarmes. Vendredi soir, Marceau va dîner chez les vacarmes. Quel boucan dans cette maison! Marceau sonne. Marceau attend. Marceau ressonne. Personne n'entend. Marceau frappe, tape, tambourine. Oh zut! À force de cogner, voilà que le carreau est cassé. Marceau voudrait bien s'excuser, mais personne ne fait attention. Monsieur Vacarme regarde la télévision. Madame Vacarme fait marcher le mixeur. Le grand frère écoute la radio et la petite sœur joue du xylophone. Tandis que la grande sœur parle au téléphone. Tout le monde est si agité que Marceau ne voit même pas les plats qui passent sous son nez. Quand le dîner est terminé,
il n'a pas eu le temps de manger. Cette nuit-là, dans son lit douillet, Marceau n'arrive pas à dormir. Sa tête est comme une grosse citrouille. Et on dirait que des abeilles bourdonnantes sont installées dans ses oreilles. À l'école. Samedi matin, après une nuit pareille, Marceau n'entend pas son réveil. Vite, vite! Il n'a que 5 minutes pour partir à l'école, comme un fou, sans rien avaler du tout. C'est Albertine, sa voisine, qui vient le chercher. Il faut y aller. Vers 11 heures, Marceau se sent tout vide. Il rêve au petit déjeuner que sa maman lui fait d'habitude. Du chocolat chaud et des bonnes tartines, un œuf à la coque, du fromage, du jus d'orange, des céréales au lait avec des fruits secs. Chez les Gobetout. À midi, Marceau a une faim de loup. Il court chez les Gobetout qui l'attendent pour le déjeuner. Madame Gobetout vient de rentrer à la maison avec des caddies tout bourrés de provisions. Il y a des boîtes, des sachets, des paquets, des flacons, des cartons pleins d'images et plein de couleurs, comme on en voit sur les publicités. Marceau a de plus en plus faim. Soudain, il voit tout tourner autour de lui. Il crie : « J'ai faim, j'ai trop faim, je n'ai rien dans le ventre depuis hier à midi !» Et il tombe par terre, évanoui. Quand Marceau reprend ses esprits, les Gobetout sont penchés sur lui. Il dévore tout ce qu'on lui propose. Des gâteaux verts, des boissons roses, des grosses choses multicolores, des fromages au goût de plastique et des drôles de desserts chimiques. « Au revoir et merci beaucoup !» dit Marceau en quittant les Gobetout. « J'adore les trucs qu'on mange chez vous. J'aimerais bien que ma maman m'en achète plus souvent. » Le samedi après-midi, Marceau préfère rester chez lui. Il se sent vraiment tout bizarre. Il bâille. Il a mal au ventre. Tout d'un coup, il a envie de dormir. Tout d'un coup, il a envie de vomir. Chez les Tristounets. Ce soir-là, Marceau est très intimidé en entrant dans la grande salle à manger grise des Tristounets. « Vous êtes en retard, mon garçon !» dit Monsieur Tristounet à Marceau d'un ton grognon. À table, les Tristounets ne disent pas un mot. « Il ne fait pas beau aujourd'hui !» lance Marceau pour essayer d'être gentil. « On ne parle pas à table, Marceau !» dit Madame Tristounet. En effet, pendant tout le dîner, Clémentine regarde Marceau sans dire un mot. Pas la peine de dîner ensemble si on ne peut même pas se parler, pense Marceau. Malgré les timides sourires de Clémentine Tristounet, il se sent tout ensommeillé. Marceau, bon appétit! La grosse voix de Monsieur Tristounet réveille Marceau. La grosse voix de Monsieur Tristounet réveille Marceau en sursaut. L'horrible dîner est fini. Quel bonheur de s'en aller! Dimanche matin, Marceau a presque terminé son petit déjeuner préféré quand le téléphone se met à sonner. Allô, Marceau, c'est Suzy Bourrative. Il est midi, tu ne nous as pas oubliés. Toute la famille est réunie, on t'attend pour déjeuner. Chez les Bourratives. Marceau est affolé à la vue de tous les plats étalés sur la table de la salle à manger des Bourratives.
J'espère que tu as une grosse faim, dit la grosse Madame Bourrative en embrassant le petit Marceau. Chez les Bourratives, on finit toujours tout ce qu'on a dans notre assiette, annonce fièrement la maman de Suzy en servant au pauvre Marceau une portion géante de choucroute. Mais j'ai déjà fini la soupe, le melon, les escargots et le poisson, supplie Marceau. Après la choucroute, la salade, les fromages, le gâteau, les glaces et les fruits, Marceau est malade de manger. Il aurait tellement préféré jouer avec Suzy et ses cousins plutôt que de passer 2 heures à table. Quel dimanche après-midi! Marceau est effondré sur le canapé. Il n'a même pas le courage de jouer. Et moi qui étais si contente de voir partir mes parents, j'aimerais bien qu'ils rentrent maintenant. Chez les Ni-Pain-Ni-O. À 8 heures, on frappe à la porte. « Papa, maman !» hurle Marceau. « C'est vous ?» « Non Marceau, c'est moi, c'est Coco, Coco Ni-Pain-Ni-O. On t'attend pour dîner là-haut. » « Tu en as une mine, mon pauvre Marceau ?» s'inquiète Madame Ni-Pain-Ni-O. « Je crois que je suis un peu malade, » murmure Marceau d'un air penaud. « J'aimerais juste un morceau de pain et puis aussi un grand verre d'eau. »« Du pain ? Nous n'en mangeons jamais. Nous n'avons pas envie de grossir, » s'exclame Monsieur Ni-Pain-Ni-O en avalant ses remèdes contre la constipation. « Et nous buvons le moins possible. Nous n'avons pas envie de gonfler, » ajoute Madame Ni-Pain-Ni-O. Ni-Pain-Ni-O, quelle drôle d'idée. C'est peut-être pour ça que Coco Ni-Pain-Ni-O a toujours mal au ventre. Pourtant, c'est si bon la baguette, se dit Marceau dans sa tête. Mais voilà qu'on sonne à la porte. Le retour de papa et maman Bon Appétit. Marceau raconte à ses parents ce week-end abracadabrant et il finit en disant: « J'étais content que vous partiez, mais après, j'avais hâte que vous reveniez. » L'appétit de Marceau est revenu. Il mange tout ce qu'il a au menu. Son papa lui dit: « Tante Madeleine était triste de ne pas te voir. Écris-lui donc un mot ce soir. » Et voici le mot de Marceau pour sa tante. Chère tante Madeleine, comme j'ai regretté de ne pas venir chez toi, s'il te plaît, invite-moi le week-end prochain. Tu m'achèteras une baguette de pain et 1 litre d'eau tous les jours, d'accord? Tu ne me forceras pas à finir mon assiette et si je te parle à table, tu ne feras pas la tête, hein? Je ne veux pas des choses chimiques, mais on se fera des petits déjeuners gastronomiques. Sans se presser, sans radio, sans télé et sans boucan. Oh, ce sera super chouette. Je t'embrasse sur les 2 joues et la moustache. Ton petit souriceau, Marceau, bon appétit. C'est le premier jour des vacances et le petit Idriss accompagne sa maman au marché aux poissons sur le vieux port de Marseille. Sur l'eau calme, les bateaux flottent tout doucement, comme endormis par le bercement des vagues. Idriss n'est pas rassuré par tout ce monde venu profiter du soleil et se promener sur les quais, alors pour ne pas se perdre, il ne lâche pas la robe de maman. Il sait que tant qu'il tient dans sa main gauche un peu du tissu doux, il ne risque rien, et encore moins de se perdre au milieu de toutes ces longues jambes, de toutes ces grandes personnes qui forment comme une forêt devant lui, une drôle de forêt qui n'arrête pas de bouger.
Il peut laisser aller son nez aux odeurs de la mer et des petites charrettes des vendeurs de boissons fraîches et de thé à la menthe. Autour de lui, des femmes au regard doux proposent de faire des tresses à celles qui passent devant elles. Et Idriss se dit que s'il avait les cheveux longs, il aimerait bien lui aussi avoir des tresses. Mais il se rappelle bien vite que quand sa grande sœur Yasmine se fait des tresses, ça prend beaucoup de temps. Or Idriss est impatient et ne tient jamais en place. Alors il oublie bien vite cette idée et continue à avancer, enivré par le ciel bleu, la mer et ses couleurs, en direction des étals des pêcheurs. Il rêvasse encore au bord de l'eau pendant que sa maman choisit de belles dorades pour le repas du midi. Il est tout occupé à observer une tache d'huile entre deux barques quand il entend un bruit étrange. Tiens, mais qu'est-ce que c'est ? Se demande Idriss en tournant la tête vers l'étal de la poissonnière. Idriss est tout petit et ne voit pas qu'au-dessus de l'étal, pourtant devant lui, quelque chose pend et semble bouger. Idriss lâche la robe de sa maman, se rapproche et observe intrigué. On dirait une liane un peu visqueuse qui tressaute de temps en temps. Curieux comme le sont les enfants, il approche sa main sans réfléchir et tire dessus. Il regarde vers le haut et voit du bord de l'étal une forme molle bondir devant le soleil avant de lui tomber sur la tête, puis dans les bras, dans un drôle de splotch. Idriss s'envoie se rend compte que ce qu'il avait pris pour une plante est en fait le tentacule d'un poulpe, qu'il a maintenant tout entier dans les bras. Heureusement Idriss est tout petit, alors personne n'a vu qu'il a fait une bêtise. Se glissant sous l'étal, il regarde l'animal qui tout à coup se réveille et le regarde à son tour. Idriss n'en croit pas ses yeux. Le poulpe est vivant et il lui fait un clin d'œil. Idriss est bouche bée et fait de grands yeux ronds. Vraiment, la vie est pleine de surprises. Le poulpe semble vouloir lui dire quelque chose, mais Idriss ne comprend pas. Il le regarde faire tout un tas de gestes étranges et rigolos avec ses tentacules, des ronds et des carrés, des vagues et encore des vagues. Mais oui, bien sûr, ça y est, il comprend tout. Le poulpe lui demande tout simplement de le remettre à l'eau maintenant qu'il est sauvé du marché. Idriss se prend pour un agent secret. Il glisse le poulpe sous son t-shirt et marche comme si de rien n'était vers le bord du quai. Il soulève le tissu et fait semblant d'éternuer un grand coup pour couvrir le bruit que fait le poulpe lorsqu'il le jette dans l'eau. Idriss se penche au-dessus du bord mais ne le voit plus. Il a tout à coup un doute. Peut-être qu'il a mal compris. Peut-être qu'en fait c'est un poulpe qui ne sait pas nager et qu'il est en train de se noyer. Mais Idriss n'a pas le temps d'avoir peur bien longtemps, car il voit, tout doucement, les yeux du poulpe qui remontent à la surface et lui font à nouveau un grand clin d'œil avant de redescendre dans l'obscurité des eaux du port. Idriss est soulagé et se rend compte qu'en sauvant le poulpe, sa bêtise est devenue une bonne action. Il se retourne, satisfait d'avoir accompli sa mission, pour retrouver l'étal de la marchande. Mais sa maman a disparu, et la marchande remballe toutes ses affaires. Le marché est fini. Oh non, se dit Idriss, j'ai perdu ma maman. Comme elle va être inquiète. Et moi, je suis tout seul. Idriss sait qu'il va pleurer, lorsqu'il sent tout à coup quelques gouttes lui asperger la nuque. Il se retourne en direction de l'eau mais ne voit rien. Il s'avance un peu, et c'est le poulpe qui est là, et lui fait des clins d'œil. Idriss est désemparé. Aussi, dans sa tristesse, il dit au poulpe « J'ai perdu ma maman !» Le poulpe reste silencieux et continue ses clins d'œil malicieux. Il fait même un cœur avec 2 de ses tentacules pour rassurer Idriss, et en fait marcher 2 autres sur l'eau, comme quand on fait un bonhomme avec ses doigts pour lui dire de le suivre. Un peu rassuré, Idriss suit le poulpe le long du quai, pendant qu'à côté,
le petit animal nage paisiblement dans l'eau. Il a l'air si insouciant en dansant dans les clapotis du port qu'Idriss en oublie un peu son chagrin, et lui qui avait si peur tout à l'heure de perdre sa maman, se dit que si aujourd'hui il a pu sauver un poulpe, il devrait pouvoir la retrouver sans trop de soucis, surtout avec l'aide de son nouvel ami. D'ailleurs, ce coquin de poulpe n'en est pas à sa dernière surprise, puisque sans prévenir, le voilà qui saute hors de l'eau pour atterrir sur les épaules d'Idriss et se cacher dans son col en un éclair. Il tapote sur les épaules d'Idriss pour le guider. C'est facile. Un coup sur l'épaule droite pour aller à droite, et un coup sur l'épaule gauche pour aller à gauche. Idriss se laisse faire, mais voit bien que le poulpe lui fait faire de drôles de zigzags, et que les gens commencent à le regarder bizarrement. « Allons, petit poulpe, arrête de faire des blagues, et aide-moi à retrouver ma maman avant qu'on se doute de quelque chose autour de nous », chuchote Idriss. Alors le poulpe prend son air le plus sérieux, et dirige Idriss droit sur la grande roue, tout au bout du quai. Il appuie sur la tête d'Idriss avec un tentacule pour lui dire de se baisser, et les voilà qui se faufilent ni vu ni connu dans une des cabines de la grande roue qui se met à décoller. Oh là là, c'est haut, se dit Idriss qui a un peu le vertige. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'on fait là ? Sans trop oser regarder ailleurs que ses pieds. Le poulpe lui place délicatement un tentacule sous le menton pour qu'il redresse la tête, et c'est tout le paysage de la mer, de la ville et des collines qui s'étalent à ses pieds. Comme c'est beau, comme c'est grand, se dit Idriss. Regarde, on voit même la bonne mère tout en haut de la basilique, qui brille au soleil. Elle tient son enfant dans les bras. Tu penses que ça veut dire que je vais retrouver ma maman, petit poulpe ? Le poulpe lui refait un de ses incorrigibles clins d'œil et invite Idriss à descendre son regard sur le port. C'est maman ! Idriss saute de joie dans la cabine en attendant qu'elle ne descende. Et une fois en bas, il s'empresse de courir vers elle. « Idriss, tu m'as fait une peur bleue, où étais-tu passé ?» lui dit sa maman en le prenant dans ses bras. « Maman, j'étais sur la grande roue. J'ai vu toute la ville et je t'ai vu en bas. Si j'ai pu te retrouver, c'est grâce au poulpe. C'était son idée. » « Au poulpe ? Mais de quoi tu parles ?» répond sa mère dans un sourire de soulagement. « Mais oui, le poulpe. Il est là, regarde. » Ah bah ça alors ? Il a disparu ? Il était dans mon t-shirt, mais il s'est envolé. Un poulpe qui s'envole ? Tu es vraiment un magicien, Idriss, répond sa maman en rigolant. Allons, arrête de raconter des bêtises. Et s'il te plaît, la prochaine fois, ne t'éloigne pas comme ça. Il est temps de rentrer à la maison. Longeant une dernière fois le quai, Idriss se demande s'il n'a pas rêvé toute cette histoire, et s'il a bien sauvé ce poulpe qui l'a aidé en retour à retrouver son chemin. Non mais vraiment, se dit Idriss, Yasmine, ma grande sœur, a raison, j'ai bien trop d'imagination. Mais pile quand il croyait avoir tout inventé, Idriss sent quelques gouttes venir du bord du quai et l'arroser. Il tourne la tête et voit le poulpe lui faire coucou avec son tentacule. Ce n'était donc pas un rêve. Toute cette histoire est réelle. Peu lui importe maintenant qu'on le croit ou non, Idriss sait que son imagination est aussi vraie que les bonbons. Je m'appelle Gudule. J'ai un nouveau manteau pour l'hiver, avec un col en fourrure et le chapeau assorti. Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli que moi avec mon chapeau. J'ai aussi un petit frère, Gaston. Gaston a aussi un chapeau. Mais dès qu'on le lui pose sur la tête, il l'arrache et il le jette en l'air. Les gens disent qu'il est adorable, un bout de chou et tout et tout. Bon, c'est vrai qu'il est mignon, quelquefois, quand ça le prend. Mais essayez de lui faire garder son chapeau sur la tête. Bon courage. L'autre jour, maman a acheté un sapin haut comme 3 parapluies au moins.
J'adore les sapins de Noël. Ça sent bon, c'est beau. Et surtout, c'est le signe que je vais avoir plein de cadeaux. Pile quand maman a sorti les décorations de Noël, le téléphone a sonné. C'était Betty, sa meilleure amie. J'aurais dû m'en douter. Chaque fois qu'on attaque une chose importante, Betty téléphone et maman abandonne. J'ai décidé de continuer seule. Je n'avais pas accroché 2 boules que mon petit frère est arrivé. Yé quoi? A dit Gaston en tirant une guirlande pour se l'enrouler autour de la tête. S'il te plaît, Gaston, laisse cette guirlande tranquille. Yé quoi, Kiyang Kikil? Je l'ai regardé. Je me demandais s'il faisait exprès. Une guirlande, Gaston, pour le sapin de Noël. Yé quoi, Papa Noël? Brusquement, j'ai réalisé. Pauvre bébé. Il était trop petit pour se souvenir de Noël dernier. J'ai posé la guirlande, les boules et j'ai pris Gaston par la main. Bon Gaston, je t'explique Noël. Mais tu écoutes bien, s'il te plaît. Tu ne reviens pas dans 5 minutes pour me demander « Yé quoi Noël, ok ?» Yé quoi Noël, ok? Il a répété d'une toute petite voix. J'ai fait comme si je n'entendais rien. Je lui ai montré mon ballon sauteur, mon robot gluant, mon poney qu'on peut coiffer. Tu vois Gaston, tout ça, je l'ai eu à Noël. C'est une grande fête qu'on peut avoir plein de cadeaux. On les commande au Père Noël et il les apporte par la cheminée en volant dans le ciel sur un traîneau tiré par des rennes. Yé quoi, des rennes? A demandé Gaston. Des rennes. C'est un peu comme des vaches avec des cornes énormes. Yé crème et sang, des rennes? Mais non, réfléchis Gaston. Les rennes sont gentils, puisqu'ils nous apportent des cadeaux. Comme il avait du mal à comprendre, je lui ai imité le Père Noël avec la robe de chambre de maman, du coton pour faire la barbe et un caddie rempli de jouets. J'ai ouvert mon tiroir secret. Regarde Gaston, ce papier, c'est ma liste pour le Père Noël. Dessus, j'ai écrit tous les cadeaux que je veux. Un déguisement de Galactica, la princesse supersonique qui dirige l'univers, une guitare pour faire un orchestre dans ma chambre, un jeu où on fabrique soi-même des bonbons chimiques. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais? Moi veux des cigommes. J'ai eu beau expliquer à mon petit frère que les chewing-gums ne sont pas un cadeau de Noël, que maman ne veut pas qu'il en mange et que ça peut même lui coller le ventre. Il écoutait zéro. Depuis qu'il m'a vu faire des bulles de chewing-gum, il ne pense qu'à m'imiter. Le problème, si je lui donne un chewing-gum, c'est qu'il l'avale tout rond, comme un bébé phoque qui gomme un poisson. Le lendemain, comme par hasard, la boulangère a demandé à mon petit frère. « Qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël, Gaston ?»« Moi veux des cigommes !» il a crié. Elle l'a trouvé trop mignon. Elle lui en a donné un paquet. « Des chewing-gums ? Tiens, c'est pour toi, choupinet !» Les joues de maman ont rosé. Elle a murmuré un petit merci et on est parti. Dès qu'on a passé le coin de la rue, maman a voulu reprendre les chewing-gums. Mais Gaston ne voulait pas les lâcher. Il serrait les poings, il donnait des coups de pied, il braillait si fort qu'une dame s'est arrêtée pour dire que c'est une honte de maltraiter un bébé. Du coup, c'est maman qui a lâché. Le lendemain,
maman et papa nous ont montré un catalogue de jouets en bois. Des cubes, des chiffres, des lettres, plein de trucs qui ne servent à rien qu'à apprendre à lire et à compter. Je déteste ce genre de jouets, mais mes parents adorent ça. Ils disent que c'est éducatif. Pour ne pas les vexer, j'ai tourné les pages en disant « Pas mal, pas mal ». Je ne risquais rien, j'avais déjà posté ma liste au Père Noël depuis longtemps. Mais pour Gaston, c'était plus grave. Je l'ai prévenu. Si ça continue, tu sais quoi ? Pour Noël, tu vas avoir des lettres en bois. Il a sursauté. Ses lèvres ont commencé à trembler, comme quand il va se mettre à pleurer. J'ai eu pitié. J'ai décidé de m'occuper de sa liste pendant qu'il était encore temps. J'ai travaillé tard dans la nuit. Je voulais que ma lettre soit vraiment parfaite. Je crois que j'ai réussi. Voilà ce que j'ai écrit. Père Noël, surtout méfie-toi. On veut aucun jeu éducatif. Ni mon frère Gaston, ni moi. Surtout pas. Donne-lui plutôt un tambour. Je m'en servirai pour mon orchestre. Ou sinon, le déguisement de serviteur qui va avec la princesse Galactica. Merci d'avance de la part de ta Gudule qui t'adore. Le lendemain, pendant qu'Esperanza nous gardait en regardant son feuilleton préféré, j'ai emmené mon petit frère poster lui-même l'enveloppe pour le Père Noël. On a attendu. Et puis le soir de Noël est arrivé. Enfin. On a mis nos souliers au pied du sapin. On est allé se coucher. Au milieu de la nuit, j'ai entendu du bruit. J'ai pensé que c'était le Père Noël qui arrivait. Je me suis levée sur la pointe des pieds. Devinez qui j'ai trouvé, collé à la fenêtre du salon. « Gaston, qu'est-ce que tu fais là ?»« Veux voir des rennes. Ils volent dans le ciel, moi. »« Tu es fou. Si le Père Noël te voit, il ne viendra pas. » Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai remis au lit. Puis je me suis couchée par terre à côté de lui pour être sûre qu'il ne bouge pas. Dès qu'il y eut un peu de jour, on a réveillé papa et maman. D'habitude, c'est interdit, mais comme c'était Noël, ils n'ont rien dit. On a ouvert nos paquets. Gaston a eu un livre, un nounours et des cubes. Moi, un livre, un puzzle et une ferme avec des animaux en bois. Et la princesse Galactica, et ma guitare, et les bonbons chimiques. Rien de tout ça. Il est nul ce Père Noël. J'ai rien de ce que je voulais. Qu'est-ce qui te prend, Gudule ? A grondé papa. Si tu ne veux pas de tes cadeaux, on les rendra au Père Noël, a ajouté maman. Lâcher mes cadeaux ? Pas question. Je les ai mis en sécurité dans ma chambre. Gaston est venu me rejoindre avec les siens et les chewing-gums de la boulangère. J'ai pris les chewing-gums, puis je lui en ai donné un. Pour une fois, il ne l'a pas avalé. Du coup, je lui ai appris à faire des bulles. Il a adoré ça. Moi aussi. Je crois que ça a été le plus chouette Noël de notre vie. Dans une ville pas comme les autres, vivait un médecin passionné de musique. Dans cette ville, chaque maison représentait par sa forme un métier particulier. Celle du docteur Belle-Note était en forme de violon. Pourquoi un violon, diriez-vous ? Une trousse de secours, une seringue, voire un thermomètre, mais un violon ? La raison en était simple. Le docteur Belle-Note soignait grâce à la musique. Les consultations de ce médecin unique étaient agréables pour les enfants, car il les guérissait sans leur faire aucun mal, sans leur prescrire de sirop au goût désagréable, sans les menacer de piqûres aux pointes affûtées.
docteur Bellenotte soignait les oreillons avec le violon, le mal de dos avec le piano, la varicelle avec le violoncelle et la rage de dents avec un olifant. Pour l'anesthésie, un peu de poésie. Un jour, un petit chanteur arrivé à Faune fut même soigné avec un air de saxophone. Souvent, Rémi, le chien du médecin, se joignait aux consultations pour une séance de bonne humeur et de rigolade. Quand Rémi n'était pas de la partie, les enfants demandaient de ses nouvelles. Mais lorsqu'il était là, les consultations se transformaient en concerts privés. Inutile de le préciser, ce docteur et son chien étaient appréciés dans tout le quartier. Dès son plus jeune âge, le chien Rémi avait manifesté une patte de musicien. Il jouait de presque tous les instruments et composait des chansons pour le médecin et ses patients. Mais son passe-temps favori était de faire la cour aux demoiselles avec ou sans pédigré. Il allait sur ses 6 ans et la vie lui tendait les bras. Un jour de mauvais temps, alors que Rémi rentrait d'un rendez-vous avec l'une de ses dernières conquêtes, il se mit soudain à pleuvoir des clarinettes sur la ville. Un orage a tout cassé et Rémi disparut dans la tempête. Depuis ce jour-là, plus personne n'eut de nouvelles de lui. Quand le docteur Bellenotte s'aperçut de la disparition de son chien adoré, le désespoir l'envahit. Chaque jour, la chance de revoir Rémi diminuait. Petit à petit, le docteur Bellenotte cessa de jouer du violon. Il n'avait plus le goût du travail. Et comme tout musicien qui n'exerce pas son art régulièrement, il perdit la main. Ce qu'il ne savait pas, c'est que non loin de là, Rémi menait une douce vie avec Mila, sa bien-aimée, qui allait avoir des chiots. Rémi allait devenir papa. Son cœur battait si fort pour Mila et leurs futurs enfants qu'il en avait complètement oublié le pauvre docteur Bellenotte. Tous les jours, il apprenait à chanter des comptines pour être prêt quand ses petits seraient là. Au bout de quelque temps, le docteur Bellenotte se dit que cela ne pouvait plus durer. Il devait reprendre ses consultations. Mais une chose étrange se produisit. Ses patients ressortaient de son cabinet encore plus malades que lorsqu'ils y rentraient. Peu à peu, tous les patients du docteur Bellenotte le quittèrent. Son cabinet n'était plus fréquenté. Pire, certains descendirent dans la rue pour manifester leur colère. Ils hurlaient des slogans au rythme d'un métronome. Pauvre docteur Bellenotte, il ne sait plus ce qu'il fait. Je vais changer de médecin. On veut de la bonne musique. De la bonne musique, c'est la santé. Stop au mauvais son, ouais. Non, mais... grrr. La mauvaise musique fait mal aux oreilles. Ouais. Le docteur Bellenotte se rendit compte qu'il était la cause de tous ces malheurs. Il lui fallait se rendre à l'évidence. Il jouait faux. Son esprit chagriné par la disparition de Rémi ne pouvait plus se concentrer. Ses doigts ne trouvaient plus la juste place sur les cordes. Notre bon médecin plongea alors dans une profonde mélancolie. Abandonné de tous, il prit l'habitude de sortir dans la rue et de s'asseoir sur un banc face au conservatoire. Il écoutait la symphonie urbaine des rires des enfants, le rythme des klaxons, le vibrato du métro, les courants d'air glissant d'une rue à l'autre. Ce matin-là, assis sur son banc, il regardait les chiens jouer autour de lui tout en pensant à son cher Rémi. Son cœur était lourd et ses yeux si fatigués qu'il finit par s'endormir.
Soudain, il se retrouva dans une pièce où un homme était assis devant un piano. Ce dernier jouait merveilleusement bien. Les notes lui chatouillaient les oreilles, lui soulevaient les mains. Ses cheveux dansaient sur cet hymne à la joie. Le docteur Bellenotte interpella le musicien, heureux de se retrouver en si bonne compagnie. Mais celui-ci ne répondit pas. Après plusieurs tentatives, le docteur se résigna au silence. À ce moment-là, le musicien se retourna et dit en souriant : « Je suis sourd, certes, mais je ressens la musique. » Interloqué, le docteur Bellenotte s'approcha de lui. N'en croyant pas ses yeux, il se trouvait en face de Beethoven, l'immense Beethoven. « Maestro, mais comment ressentez-vous la musique ? L'Afrique. Pourquoi me parlez-vous d'Afrique ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais non, je ne suis pas un vampire. Au contraire, je vous rends hommage. Sans façon, je déteste le fromage. Je suis friand de vos symphonies. Mon talent est infini. Oh, merci, cher ami. » Un klaxon réveilla brusquement le docteur qui rêvait encore à Beethoven. Reprenant ses esprits, il se dit qu'après tout, lui n'était pas sourd. Avec un peu d'effort, il pourrait de nouveau faire de la musique et redevenir un bon médecin. Au même moment, un groupe d'enfants sortit du conservatoire en chantonnant Le Petit Chien de Chopin. Cette mélodie de pattes rapides et de joyeux museaux le mit de bonne humeur. Il se leva, sourire aux lèvres, pensant à son violon et se précipita chez lui pour s'exercer. De retour chez lui, une immense force l'envahit. Il se crut devenu un géant pouvant jouer à plusieurs mains. Il imaginait les enfants voler de joie. Pendant plusieurs jours, il fut porté par une force invisible qui faisait swinguer les instruments, un peu comme son ami Django autrefois, lorsque, ensemble, ils découvraient les rythmes du jazz. Dorénavant, il avait un but : guérir les enfants en jouant mieux que jamais. Après tout, il était médecin musicien et il avait fait le serment de soigner grâce à la musique. Mais pour cela, il fallait travailler dur. Petit à petit, ses doigts se délièrent. Il dansait sur les cordes de son violon. Les passants dans la rue entendirent les jolis sons qui s'échappaient de nouveau de sa maison et, comme envoûtés, vinrent se rassembler sous ses fenêtres. Plus que jamais, la musique du docteur Bellenotte surpassait tous les remèdes du monde. Alors, le cabinet du docteur commença à se remplir de nouveau, jusqu'au jour où, dans la salle d'attente, au milieu des enfants assis sur les petites chaises, les camions à pédales et autres chevaux à bascule, un petit museau pointa timidement, suivi d'un deuxième, puis d'un troisième, et enfin de deux plus gros museaux. Les cris des enfants firent sortir le docteur. Mais quelques instants après, tous se mirent à rire et à danser, car Rémi était de retour avec toute sa famille. Depuis lors, ce fut tous les jours la fête chez le docteur Bellenotte, mais aussi dans la cité tout entière, car le bonheur qu'il procurait s'était répandu dans tous les quartiers et déborda même hors des limites de la ville. Le bien qu'il faisait était parvenu aux oreilles de nombreuses personnes de par le monde. Certains venaient de très loin pour écouter les concerts de Rémi et du docteur Bellenotte.
Ne pouvant satisfaire tout le monde, le docteur ouvrit alors une école et forma des disciples. Une fois formés, chacun d'entre eux partait courir le monde, accompagné des nombreux chiots de Rémi et Mila. Tous aussi doués que leur maman et leur papa. Le monde entier était heureux et en bonne santé. Parole d'honneur! Il était une fois une très méchante petite poulette. Allez savoir pourquoi elle avait toujours été méchante. À peine sortie de l'œuf, alors qu'elle n'était encore qu'une petite chose ébouriffée, elle s'était attaquée aux autres poussins de la couvée. Puis, elle s'en prit aux autres animaux de la ferme, tirant la queue du chien endormi, saupoudrant de cailloux la moulée de la truie. Depuis, son mauvais caractère ne s'était pas démenti. Il n'y avait pas, à des kilomètres à la ronde, de petites poulettes plus odieuses ni plus prétentieuses. Un jour, la petite poulette surprit une conversation entre la vache et le cochon. « Il paraît qu'il y a un loup qui a déménagé dans les environs. » chuchota la vache, l'air effrayé. « Vraiment ?» dit le cochon en ouvrant de grands yeux ronds. « Il s'est installé dans la maison abandonnée, près de la voie ferrée. On dit même qu'il l'a entièrement rénovée. » Un loup, pensa la petite poulette. enfin un ennemi à ma hauteur. Je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. Parole de méchante petite poulette. En fait, c'était un vieux loup à la retraite qui n'avait pas chassé depuis des années. Comme tout le monde, il achetait son gigot au supermarché. Le jour, il allait se balader, repeignait sa maison et faisait des mots croisés. Il lisait beaucoup, surtout des histoires de loups. Se couchait tôt et menait une vie paisible et bien rangée. La petite poulette se mit à faire le guet à l'orée du bois, espérant voir passer le loup. Un matin, son rêve fut exaucé. Ce loup ne m'a pas l'air bien dangereux, songea la petite poulette, un peu déçue. Je parie que je suis plus méchante que lui. Mais tout de même, c'est un loup. Voilà qui va me changer des bêtes stupides et apeurées. À distance, elle suivit l'animal jusque chez lui. Maintenant je sais où il habite, se dit-elle. Ce loup n'a qu'à bien se tenir. Le lendemain, elle attendit que le loup ait quitté sa cuisine pour y pénétrer par une fenêtre entr'ouverte. Comme la table était mise pour le déjeuner, elle eut l'idée de remplacer le sucre par du sel dans le sucrier. Puis, elle grimpa sur une poutre du plafond et attendit. Pouah ! S'écria le loup à la première gorgée de café. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais il ne s'émut pas outre mesure, croyant s'être trompé en remplissant le sucrier. La petite poulette, juchée en l'air, riait dans ses plumes.
Au retour, repensant à sa journée, la petite Poulette se dit qu'elle s'était bien amusée, mais qu'un déguisement ajouterait un peu de piquant. Il lui fallait un costume digne de ses exploits, qui suscite le respect et sème l'effroi. Elle dénicha un vieux chiffon qu'elle noua autour de son cou, puis se confectionna un masque en carton. Dorénavant, elle ne serait plus une banale petite Poulette, elle serait la vengeresse masquée. Dans les jours qui suivirent, la petite Poulette multiplia les attaques. Elle se contenta tout d'abord de petits actes malicieux sans gravité, semant le désordre dans la bibliothèque du loup, cachant ses lunettes et ses clés sous un coussin du canapé. Le loup commença à s'inquiéter. « C'est sans doute l'âge. Je devrais peut-être consulter. » Le jour où il découvrit ses pantoufles dans le réfrigérateur à côté du beurrier, le loup céda à la panique. « Si je reste une seconde de plus dans cette maison, je vais devenir fou !» s'écria-t-il en sortant précipitamment de chez lui. Mal lui en prit, car la petite Poulette l'attendait dans le détour. Le matin même, elle avait tendu un mince fil de fer au milieu du sentier que le loup empruntait tous les jours. L'animal, perdu dans ses pensées, ne vit pas le fil de fer et trébucha et se releva un peu étourdi. « Voilà qui explique tout », se dit-il, en examinant le piège qu'on lui avait tendu. « Aurais-je un ennemi ? Moi si gentil ?» La petite Poulette, cachée dans un buisson, gloussait de satisfaction. Rentré chez lui, le loup trouva une carte bien en vue sur le guéridon de l'entrée. « Qui peut bien être cette vengeresse masquée ?» se demanda le loup en considérant la carte. « Et pourquoi s'en prend-elle à moi, qui suis pourtant si charmant ?»« Gare à vous, le loup, la vengeresse masquée. » Après réflexion, le loup se rappela qu'il n'avait pas toujours été un modèle de gentillesse dans sa jeunesse. Il avait déjà volé et dévoré quelques moutons, il est vrai, mais personne n'est parfait. Il lui était arrivé aussi de faire une razzia dans quelques étables et 2 ou 3 porcheries. La vengeresse masquée était peut-être une vache enragée ou une énorme truie. Le loup dormit très mal cette nuit-là. Il rêva qu'une brebis justicière sans pitié l'avait ligoté à son lit et lui faisait subir le supplice des chatouilles sous les pieds. Guili, 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 guili. Vache, truie ou brebis, ça suffit, rugit le loup au saut du lit. Il ne s'était pas fâché depuis si longtemps qu'il en fut lui-même surpris. Fou de colère, il déchira ses vêtements et poussa un long hurlement. Ouh ! Il se sentait aussi féroce et sanguinaire que dans le bon vieux temps. Puis, le loup rampa sous le balcon et attendit en grognant la vengeresse masquée. Bientôt, la petite Poulette arriva en jacassant, toute heureuse à l'idée du nouveau tour qu'elle allait jouer.
Le loup bondit, saisit la poulette par les pattes et la considéra avec stupéfaction. « Une poule !» s'esclaffa-t-il. « Une misérable petite poule !»« Je ne suis pas une simple petite poule, protesta la petite poule offusquée. je suis la vengeresse masquée, la terreur du poulailler. » « Eh bien moi, dit le loup, je suis le grand méchant loup. » Ce disant, le loup retrouva son appétit d'antan et ouvrit la gueule très grand. Si grand qu'il en perdit ses fausses dents. Surpris, le loup laissa tomber la petite poulette, qui en profita pour s'emparer du dentier, puis s'échappa en criant. « Tu ne m'attraperas pas, vieux loup édenté. Je suis plus intelligente, plus rapide et plus méchante que toi. » On raconte alors que le loup fut si humilié de sa déconvenue qu'il déménagea très loin le jour même et qu'on ne le revit plus. « Je l'ai bien eu, ce loup !» se réjouit la petite poulette après avoir regagné la sécurité du poulailler. En considérant fièrement son premier trophée, elle se demandait déjà qui serait sa prochaine victime. Un animal plus féroce ou plus rusé ? Telle était la question. Laineux se réveilla doucement sous la lumière douce de l'aube. Ses yeux s'ouvrirent avec une lueur d'excitation dans leur douceur veloutée. Le petit mouton était prêt pour une journée spéciale, une journée qu'il avait attendue avec impatience depuis si longtemps. Sa première rentrée des classes. Sa chambre, décorée de couleurs douces et apaisantes, était emplie de la promesse d'une nouvelle aventure. Laineux s'étira, se leva de son petit lit douillet et sauta avec légèreté sur le sol en bois poli. Ses pattes toutes blanches étaient couvertes d'un duvet soyeux qui le rendait encore plus irrésistible. Dans un coin de la pièce, un sac à dos tout neuf attendait patiemment. Laineux se précipita vers lui, ses sabots frétillants d'anticipation. Il ouvrit le sac à dos pour découvrir un trésor de crayons colorés, de cahiers à dessin et d'une trousse garnie de fournitures scolaires étincelantes. Le petit cœur de Laineux bondissait de joie et son regard brillait d'excitation. Il savait que cette journée allait être spéciale, pleine de découvertes et d'aventures. La première page de son histoire à l'école allait bientôt s'écrire et il était prêt à la vivre avec tout son cœur de petit mouton doux et courageux. Laineux contempla son sac à dos tout neuf avec une excitation qui semblait faire vibrer chaque brin de sa douce laine. La matinée s'étirait avec douceur et le soleil se levait doucement derrière les montagnes lointaines. La lumière dorée de l'aube glissait à travers la fenêtre et faisait briller les crayons colorés, les cahiers à dessin et la trousse étincelante qui s'alignait soigneusement dans le sac. Le sac lui-même était d'un bleu clair, doux comme le ciel d'été. Laineux le prit dans ses pattes délicates, savourant la sensation du tissu lisse sous ses sabots. Il sentait encore le parfum neuf de la boutique
où ses parents l'avaient acheté la veille. Chaque poche et compartiment était une promesse de découverte à venir. Laineux enfila le sac à dos sur son dos avec précaution, ajustant les bretelles pour qu'elles ne soient ni trop serrées, ni trop lâches. Il se sentait tout fier, prêt à affronter cette nouvelle aventure. Chaque crayon et chaque cahier était une toile vierge, prêt à être rempli d'aventures, de dessins et de découvertes. Le petit mouton était prêt à plonger dans cette journée spéciale qui s'annonçait pleine de promesses. La vallée s'éveillait lentement sous le doux baiser du soleil matinal. Laineux, le petit mouton, se tenait devant sa maison en pierre, son sac à dos tout neuf prêt à l'action. Ses parents, de fiers brebis, se tenaient à ses côtés, rayonnant de fierté. Le chemin vers l'école était un voyage à travers un paysage enchanteur. Ils traversèrent des prés tapissés d'herbes vertes et parsemés de fleurs sauvages aux couleurs vives. Le chant des oiseaux résonnait dans l'air pur, créant une mélodie joyeuse qui les accompagnait tout au long du trajet. Un ruisseau argenté serpentait à travers la vallée, ses eaux claires miroitant sous la lumière du matin. Les grenouilles s'étaient rassemblées sur les rives pour un concert croissant. Leur voix résonnait en harmonie avec le murmure de l'eau. Enfin, ils atteignirent l'immense bâtiment de l'école. Les murs en briques semblaient toucher le ciel et les fenêtres reflétaient le bleu du firmament. Laineux se sentait tout petit à côté de cette majestueuse structure, mais il était prêt à explorer ce nouveau monde qui l'attendait à l'intérieur. Le bâtiment de l'école se dressait majestueusement devant Laineux, le petit mouton. Les briques rouges du mur semblaient s'élever jusqu'au ciel et les fenêtres en vitraux projetaient des éclats de lumière chatoyant sur le sol pavé. C'était comme s'il pénétrait dans un château enchanté. Laineux avança prudemment, ses sabots résonnant légèrement sur les pavés. Il se sentait tout petit face à cette gigantesque structure. Les portes d'entrée étaient immenses et il dut lever la tête pour les franchir. L'intérieur était tout aussi impressionnant. Les murs étaient ornés de peintures colorées et des affiches joyeuses décoraient les couloirs. Il découvrit une cour de récréation immense, avec des balançoires qui semblaient toucher les nuages et un toboggan qui tourbillonnait comme un manège. Des enfants de toutes sortes jouaient en riant, créant un brouhaha joyeux qui résonnait dans l'air. L'école était un véritable labyrinthe. Les couloirs semblaient s'étendre à l'infini, avec des portes mystérieuses qui donnaient sur des salles de classe remplies de secrets à découvrir. Laineux avait hâte de commencer cette nouvelle aventure, même si l'école lui paraissait plus grande que tout ce qu'il avait jamais imaginé. Laineux, le petit mouton, se trouvait au milieu des couloirs labyrinthiques de l'école, tentant de suivre le gentil gardien, Monsieur Berger,
qui lui indiquait le chemin vers sa salle de classe. Les murs, ornés de dessins d'enfants, semblaient se rapprocher et s'éloigner comme des vagues. Ils tournèrent à gauche, puis à droite, mais la salle de classe restait introuvable. Les portes en bois poli semblaient toutes identiques, chacune renfermant un mystère différent. Laineux commença à se sentir perdu dans ce labyrinthe géant. Monsieur Berger marqua une pause et prit la petite patte de Laineux dans la sienne. Son visage bienveillant affichait un sourire rassurant. Il lui dit doucement: « Ne t'inquiète pas, Laineux. Nous allons trouver ta classe. Il y a tellement de couloirs ici. Mais avec un peu de patience, nous y arriverons. » Laineux hocha la tête, se sentant reconnaissant d'avoir un guide aussi gentil. Ensemble, ils reprirent leur exploration des couloirs, cherchant la salle de classe où l'attendait une nouvelle aventure. Lorsque Laineux entra enfin dans la salle de classe, une douce odeur de crayon de couleur flotta dans l'air. Tous les autres animaux étaient déjà assis, souriants et curieux, attendant le début de la journée. Madame Chèvre, l'enseignante, se tenait devant le tableau noir, son sourire accueillant éclairant la pièce. Laineux s'approcha timidement de la salle, sentant le regard des autres élèves posé sur lui. Ses pattes blanches se glissaient presque silencieusement sur le sol. Madame Chèvre le salua chaleureusement et lui montra une place vide. Cependant, Laineux se sentait timide. Les mots que Madame Chèvre utilisait semblaient être dans une langue étrangère et les mathématiques étaient comme une énigme compliquée. Il baissa les yeux, fixant son cahier à dessin avec appréhension. Les autres élèves étaient gentils, mais il était difficile pour lui de se joindre à leurs conversations animées. Il n'osait pas lever la main pour poser des questions, de peur que les autres se moquent de lui. Pourtant, il sentait que cette classe était le début d'une grande aventure, même s'il se sentait encore un peu perdu. Après la première leçon, la sonnerie annonça la récréation. Laineux sortit timidement de la salle de classe, se mêlant à la joyeuse foule d'enfants qui se précipitaient dehors. Le soleil baignait la cour de récréation d'une lumière chaleureuse. Laineux se retrouva seul sur un banc, observant les autres élèves jouer. Il se sentait perdu jusqu'à ce que Caline la brebis, Tim le lapin et Flocon le mouton s'approchent de lui avec des sourires chaleureux. Leurs yeux pétillaient d'amitié. Caline, avec sa laine blanche douce comme des nuages, se pencha vers Laineux et dit: « Salut Laineux! Tu es nouveau ici, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, on est là pour t'aider à te sentir bien à l'école. » Tim, agile et sautillant, ajouta: « Oui, et on peut te montrer tous les œufs amusants que l'on fait pendant la récréation. Tu verras, c'est super. » Flocon, avec son pelage d'un blanc immaculé, sourit en disant: «
Et si tu as des questions sur les leçons, n'hésite pas à les poser. On est là pour t'aider et apprendre. Les mots doux de ses nouveaux amis réchauffèrent le cœur de l'aîneux. Avec leur soutien, il se sentit moins seul et plus confiant. Ils jouèrent ensemble, rirent et partagèrent des histoires pendant la récréation, créant ainsi des liens d'amitié qui étaient comme des rayons de soleil dans sa journée. Les jours à l'école s'écoulaient doucement pour l'aîneux. Grâce à l'amitié et au soutien de ses camarades, Caline, Tim et Flocon, il commençait peu à peu à s'adapter à ce nouvel environnement. Les leçons de mathématiques, de lecture et d'écriture devenaient de moins en moins mystérieuses. Un jour, l'aîneux réussit à écrire son nom pour la première fois. Il était assis à son pupitre, le crayon entre ses sabots, concentré sur chaque lettre. Les lignes du L, du A, du I, du N, du E et du U prenaient forme sur la page blanche, et son visage s'illumina de fierté. Madame Chèvre, son enseignante bienveillante, vint près de lui, souriante, et le félicita chaleureusement. L'aîneux se sentit tout fier, comme si une porte s'était ouverte vers de nouvelles possibilités. Chaque petite victoire, chaque lettre tracée, chaque calcul réussi le rapprochait un peu plus de l'épanouissement dans ce nouveau monde qu'était l'école. Chaque jour était une occasion de grandir et d'apprendre. Et l'aîneux était prêt maintenant à relever ses défis avec courage. Un après-midi ensoleillé, Caline, Tim et Flocon proposèrent à l'aîneux de partir à l'aventure dans les couloirs mystérieux de l'école. Ils quittèrent la salle de classe en douce, leurs pattes soyeuses glissant silencieusement sur le carrelage lustré. Les couloirs semblaient sans fin, mais avec l'excitation de la découverte, chaque tournant était une nouvelle aventure. Ils passèrent devant des portes énigmatiques, certaines menant à des salles de classe vivement décorées, d'autres à des lieux inconnus. Ils découvrirent ainsi une bibliothèque où des étagères regorgeaient de livres aux couvertures colorées. Le doux murmure des pages tournées emplissait l'air, et l'aîneux se sentit émerveillé par la multitude de mondes contenus entre les pages. Plus loin, ils tombèrent sur une salle de musique où des instruments attendaient sagement d'être utilisés. Tim sauta sur un tambourin, Caline s'essaya au piano miniature, et Flocon émettait de douces notes de flûte. La musique remplissait l'air, emportant l'aîneux dans une mélodie joyeuse. Leurs expéditions les conduisirent à travers les divers coins et recoins de l'école, chaque découverte renforçant leur amitié. Ils se sentaient comme des explorateurs intrépides, prêts à affronter tous les mystères que l'école pouvait offrir. Chaque pas était une aventure, chaque sourire partageait un trésor. Et l'aîneux se réjouissait de ces moments précieux passés avec ses amis.
fil des semaines, l'école s'était transformée pour Laineux, le petit mouton. Avec l'amitié de Caline, Tim, Flocon et le soutien bienveillant de Madame Chèvre, il avait commencé à apprécier chaque journée d'apprentissage et de découverte. Les mathématiques n'étaient plus une énigme insurmontable, et la lecture lui ouvrait les portes de mondes enchanteurs. Chaque leçon était une occasion de grandir, d'apprendre et de s'épanouir. L'école n'était plus un endroit effrayant, mais un lieu où il pouvait grandir et s'amuser avec ses amis. Ah, ses amis! Il l'avait aidé à surmonter ses peurs initiales. Il l'avait guidé dans les couloirs labyrinthiques, l'avait encouragé à poser des questions en classe et l'avait initié aux joies de la récréation. La camaraderie était comme un doux rayon de soleil qui brillait sur son chemin à l'école. Laineux se sentait chanceux d'avoir des amis aussi gentils et une enseignante aussi compréhensive. Chaque jour apportait son lot de découvertes et de rires, et il savait maintenant que l'école était devenue un endroit spécial où il pouvait grandir, apprendre et s'épanouir dans la chaleur de l'amitié. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Je te dis à bientôt. Au revoir.